Bonjour à tous et bonjour à tous les Guadeloupéens qui sont en France et à l'étranger. Bonjour aux Guadeloupéens qui sont en Guadeloupe. Alors, il est 12h30, on va recevoir dans un instant Marie-Louise Panchard. Bonjour. Bonjour. Elle est vice-présidente de la région, elle est présidente du conseil de surveillance du Grand Port, mais elle est aussi dans l'opposition à la ville de Basse-Terre. On va recevoir ensuite Clamy Karina. Bonjour. Bonjour. Elle est entrepreneure, formatrice en vannerie. Elle a 2 exemples, elle va nous dire comment faire pour cette fin d'année. Un peu plus tard, Aline Mijoin et Anaïs Vespan. Aline Mijoin, opticienne, et Anaïs Vespan, elle est artiste pour l'art de voir, c'est bien le cas de le dire. Et puis, on va aussi parler de politique, mais cette fois-ci avec un opposant à la mairie de Pointe-à-Pitre, Mehdi Keïta, ce jour des opposants aujourd'hui, secrétaire général du Parti socialiste guadeloupéen, conseil municipal dans l'opposition de Pointe-à-Pitre. Et on va terminer avec Assia Sarah pour sa chronique du mardi. Bonjour Iman. Bonjour Dani, bonjour à tous. Quoi de neuf dans l'actu? On va parler de Air Antilles qui étoffe ses offres sur la région en proposant de nouvelles destinations et des services améliorés avec des tarifs attractifs. On parlera aussi des 20 jeunes qui intègrent Mornalo en emploi civique, donc une façon de découvrir le monde du travail et de s'engager dans des projets au service de leur communauté. On reviendra sur le 11e congrès de la FSU ainsi que sur les élections des Miss Bouillantes et de Mornalo. On fera un tour sur Paris pour parler de chanter Noël. On commence rapidement avec Antilles, on prend le vol. Oui, on prend le vol qui nouvelle compagnie, donc pas une nouvelle compagnie, mais une compagnie qui est bien connue dans la région, qui poursuit son développement et étoffe ses offres. Nouvelles destinations, des services améliorés. Elle ambitionne de renforcer les liens dans les territoires caribéens en répondant aux besoins des voyageurs avec des prix attractifs. On va voir justement un reportage qui parle de ces nouvelles offres et des opportunités qui se présentent pour la Guadeloupe avec Charlie Dagonia. On est sur un domaine d'activité qui est avec beaucoup d'exigences en termes de sécurité, avec beaucoup de technologies, de liens avec des partenaires, et donc il a fallu tout reconstruire, et c'est cette reconstruction qui est en cours, qui demande du temps, mais on voit les progrès tous les jours, ça s'améliore et on voit les progrès, les effets des progrès, donc on est extrêmement satisfait. On est extrêmement satisfait parce que finalement on répond à un besoin, qui est celle des Antillaises et des Antillais, de voyager à l'heure et aussi de voyager à les tarifs les plus abordables possibles. C'était la promesse que l'on avait faite et voilà, on est en passe d'y arriver et on continuera à travailler durement sur ces points-là. J'étais à Paris dernièrement, comme j'ai eu à le souligner. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus de gouvernement, mais ceux que nous avons pu rencontrer affirmaient leur volonté de continuer à nous accompagner parce qu'ils ont tous compris que la concurrence est une nécessité aux Antilles. Donc, ils étaient prêts encore à mettre, pas financièrement, mais prendre les décisions avec nous pour s'assurer qu'effectivement notre société Air Antilles continue à exister et devenir une compagnie rentable demain. Donc, nous les avons de plus d'être très optimistes sur l'avenir de la compagnie. L'ouverture de ce vol au départ de Saint-Martin à 7h30, c'était quelque chose qui était très attendu par les professionnels, notamment les professionnels de Saint-Martin, qui avaient besoin de pouvoir bénéficier d'une journée complète, une journée entière à destination, que ce soit en Guadeloupe ou à Fort-de-France, en connexion sur nos vols. Ça permet aujourd'hui à un professionnel qui habite à Saint-Martin, qui souhaite se déplacer, de pouvoir se rendre à Basse-Terre pour une réunion le matin et vraiment avoir une journée complète. Mais il se complète également d'une augmentation de nos rotations entre les îles que nous desservons aujourd'hui, puisque nous allons doubler le nombre de fréquences entre Pointe-à-Pitre et Fort-de-France et nous allons encore renforcer les rotations entre Pointe-à-Pitre et Saint-Martin. Et puis naturellement Pointe-à-Pitre et Saint-Barth pour répondre à la haute saison touristique et à ce développement et cette très bonne santé de cette ligne aérienne entre Pointe-à-Pitre et Saint-Barth. Ah bah écoutez, n'hésitez pas à prendre Air Antilles, parce qu'Air Antilles c'est vraiment la compagnie locale, on va dire. Et je vous incite à revenir vers nous, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Et en particularité, ce qu'il y avait avant, on va dire, ça n'existe quasiment plus. On est reparti sur de bonnes bases. Voilà, bien, je me dis, on va recevoir, commencer par 2 femmes qu'on va recevoir, Marie-Louise Panchard qui est femme politique. Madame Panchard, pourquoi on vous voit si peu dans le média? C'est un choix? Non, parce que c'est vrai qu'il a fallu ces derniers mois que je puisse un peu m'occuper de moi. Je n'ai rien à cacher, j'ai quelques soucis de santé.
Donc, il faut un moment regarder les choses de plus près, mais tout est rentré dans l'ordre. Et voilà, je reprends mes activités doucement, mais je les reprends. Bien. Parce que je suis toujours au service de mon pays. Voilà. Alors, vous êtes vice-présidente de la région, mais aussi du grand port, vice-présidente du port de surveillance, du grand port de Pointe-à-Pitre, qu'est-ce que je raconte. Bon, je voulais poser une question sur ça. Est-ce que le fameux projet sur le port de Pointe-à-Pitre, il va un jour aboutir? Plus que jamais, puisque nous avons commencé les travaux, des travaux importants avec l'extension du quai 12. Vous pouvez d'ailleurs demander à visiter. On a fait une communication relativement importante sur le sujet. En plus, on n'a pas le choix. Il faut se dire les choses franchement. Avec les décisions qui sont prises au plan international autour du réchauffement climatique, ça a conduit les compagnies maritimes à revoir leur stratégie, puisqu'on va sur des bateaux beaucoup plus grands et des bateaux moins polluants. Moins polluants, c'est sûr. Ah oui, moins polluants, puisque la question de la décarbonation est posée à l'ensemble des ports, parce que si vous ne faites pas cette décarbonation, il faut savoir que ça a un coût, puisqu'il a été décidé qu'il y aurait, comme pour l'aérien, une taxe carbone. Donc, nous sommes obligés de travailler sur le sujet pour deux raisons. Pour assurer cette transition écologique, en plus, nous sommes un archipel, il faut qu'on préserve nos richesses naturelles, parce que c'est ça qui fait notre force, c'est ça qui nous donne des opportunités de développement. Et en plus de ça, nous avons une obligation vis-à-vis de notre territoire qui n'est loin d'être négligeable, c'est la Guyane. Parce que la Guyane ne pourra plus recevoir les bateaux de CMA-CGM, parce qu'effectivement, le port des Grandes n'a pas le tirant d'eau suffisant pour accueillir des gros navires comme ceux qui vont arriver au mois de juin et en fin d'année 2025. Donc, on doit réussir cette fidélisation avec la Guyane, et ça va nous permettre d'ouvrir un champ des possibles. C'est-à-dire que, sachant que ces routes maritimes vont être développées, on peut penser, effectivement, c'est une ouverture sur le Brésil. Il y a plein de choses qui peuvent être construites sur le plan économique, parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'il faut avoir des relations avec nos pays de la Caraïbe, il faut développer effectivement cette économie dans le bassin caribéen. Il y a deux choses qui ont toujours été un frein, c'est l'aérien et c'est le maritime. Aujourd'hui, avec les modifications des lignes maritimes, il y a beaucoup plus d'opportunités, notamment ces bateaux qui s'arrêtaient au canal du Panama, ils vont aller de l'autre côté de l'Amérique du Sud. Ce qui nous permettra effectivement d'envisager un certain nombre de choses pour développer des filières, parce que par exemple, on a une filière autour du traitement des déchets qui peut repartir en Europe. Simplement, on n'a pas suffisamment de tonnage pour le développement de ces usines qui sont déjà en Guadeloupe. Demain, peut-être on peut récupérer les déchets de certains pays de la Caraïbe ou même de la Guyane, et on peut développer une activité industrielle ici en Guadeloupe. Donc il y a plein de choses qui vont changer, et l'impact d'une route maritime, elle n'est pas négligeable sur le développement économique d'un territoire. Alors je suis obligé de vous poser la question, est-ce que ça va profiter au port de Basse-Terre ? Le port de Basse-Terre, c'est de savoir ce qu'on veut en faire. Je pense que le port de Basse-Terre doit continuer son activité de cabotage. C'est essentiel. D'abord, par rapport notamment au réseau routier. On voit combien le transport des porte-containers, c'est pas une bonne chose. Donc, cette activité doit être maintenue. Mais il y a un moment donné, il faut avoir une stratégie. Qu'est-ce qu'on souhaite pour ce port ? J'ai été maire, j'ai essayé de conduire cette réflexion, et on n'arrive pas à trancher entre ce qu'on doit faire et ce que le port peut faire. Alors, on peut pas faire l'équivalent du port de Pointe-à-Pitre. Oui, c'est clair. Il faut dire la vérité. Ceux qui le ont, on n'arrive pas à... c'est-à-dire l'ensemble, je dirais, des élus, de tous ceux qui fonctionnent avec le port. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une activité croisière. On voit. C'est un choix qu'on a affirmé lors du premier conseil interministériel de l'outre-mer, parce que cette partie de la Guadeloupe offre
sur le plan touristique, Ah ben oui. une valeur non négligeable. Donc vous ne pouvez pas, et vous voyez bien qu'il y a des compagnies, notamment certaines compagnies de luxe, qui sont intéressées, avec des bateaux de moyenne taille, à accoster à Basse-Terre. Mais vous avez le cabotage qui est important pour le développement de la zone. Est-ce qu'on doit faire une activité de réparation navale? On peut s'interroger. On ne pourra pas tout faire sur le port. Donc peut-être se dire qu'il vaut mieux le faire sur Rivière-Sens ou une autre marina. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il n'est pas pensable avec des investissements aussi lourds qu'on puisse réaliser un deuxième quai ou quelque chose sur Basse-Terre. Par contre, il faut fidéliser certaines activités et à partir de là, il faut qu'il y ait l'attractivité, il faut que l'aménagement sur le port puisse suivre. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment, justement, depuis que vous n'êtes plus maire, que Basse-Terre aussi est développé ou au contraire a régressé? J'essaie d'être objectif. Je ne dis pas que j'ai tout bien fait. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des erreurs. Mais je dis au moins que j'avais essayé de donner une vision à cette ville. Et d'ailleurs, je peux me féliciter puisque l'équipe actuellement s'appuie beaucoup sur l'opération Cœur de Ville. Oui. Ça a été la réflexion que j'ai menée. On ne peut pas proposer un projet politique si on n'a pas soi-même une idée de ce qu'on pourrait faire pour le développement de cette ville. C'est ce que j'ai fait. Ce que je peux regretter, c'est que je n'ai pas l'impression que le projet, même si on en parle beaucoup, soit vraiment la ligne directive. J'ai plutôt le sentiment qu'on se saisit d'opportunités, c'est-à-dire parce que l'État lance un appel à manifestation d'intérêt, lorsqu'il y a une opportunité d'avoir des subventions. Alors, on essaie de récupérer ces subventions pour mener quelques actions, mais tout ça n'a pas un fil conducteur. Je regrette que cette opération de mobilité, qui était peut-être une bonne opération, avec les tuk-tuks, soit arrêtée. Je pense que sur le parking, ce n'est pas parce que moi, je n'étais pas à l'origine de ce parking, mais ce n'est pas parce que j'ai une filiation que je porte le bilan de tout. Je dis que ça correspondait à un moment donné, à un besoin très fort qui avait d'ailleurs été... beaucoup ce parking, il faut Mais le dire. vous ne pouvez pas le faire fonctionner si vous n'avez pas de recettes. Et vous ne pouvez pas ne pas avoir de recettes si vous dites au départ que le coût sera inférieur au coût de revient. Moi, je ne sais pas comment un chef d'entreprise peut fonctionner s'il vend à perte. Je n'ai jamais vu un parking fonctionner. Regardez un peu les coûts actuellement du parking de l'aéroport. Oui. Donc, il faut assurer l'entretien. Quand vous délivrez une prestation, il faut savoir si vous voulez une prestation de qualité qui correspond à un besoin ou est-ce que vous voulez bricoler et au bout du compte, vous avez une friche à l'entrée de votre ville parce que plus personne ne veut venir, parce que c'est envahi, c'est pas nettoyé et ça ne devient pas attractif. Alors, il y a un projet de... Donc, moi, je ne dis pas qu'il fallait peut-être pas faire évoluer le projet, puisque moi-même, j'étais dans cet état d'esprit de le faire évoluer, parce que peut-être il était surdimensionné au moment où il a été pensé, au moment où il a été réalisé, il y a eu un décalage. Oui. Donc, on pouvait être là-dessus. Mais imaginez dire que la Guadeloupe n'aurait que comme solution que des supermarchés et des centres commerciaux, il y a autre chose à offrir aux Guadeloupéens. Par exemple. Et le Guadeloupéen, il est comme aussi le citoyen lambda. On voit bien que ces grands centres, ça ne fait était à l'époque, il y a 10 ans, c'était des lieux de vie où le samedi, on allait avec ses enfants, on poussait le caddie, etc. Les gens aspirent à autre chose. Et on voit se développer plutôt des petits commerces de proximité qui répondent à ce que la mère de famille attend quand elle sort de l'école avec ses enfants, acheter ce dont elle a besoin et pas forcément le samedi aller dans le centre commercial, mais plutôt aller dans un centre culturel, faire du sport. Le monde évolue, la société bouge, les besoins ne sont pas les mêmes, il faut tenir compte de ça. Donc nous, j'ai l'impression qu'à Basse-Terre, on est en train de faire un film à l'envers. Alors moi, je vous pose la question à l'envers. Si vous aviez été encore maire, qu'est-ce que vous auriez fait de ce parti? Il y avait d'autres projets. Il y avait un projet plus de loisirs qui était porté par des Guadeloupéens. Malheureusement, nous n'avons pas eu accès à ces documents, donc je ne peux pas porter un jugement
aménagements. C'était à l'étage du parking de faire un lieu de restauration. J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi un lieu de vie, parce que vous avez une très belle vue sur la rade sur Basse-Terre. Donc il y avait des choses qui méritaient la discussion. Mais on ne peut pas gérer une ville simplement avec... comment dirais-je, une ambition, certes, de remettre en équilibre les finances, ça c'est sûr, mais une ville, ce n'est pas une entreprise. Elle a une mission de service public. Oui. On ne doit pas rechercher, dans une collectivité, la rentabilité. D'accord. Ah, ça c'est mon point de vue. Je suis peut-être... un déficit non plus. Oui, mais... Déficit permanent comme certaines communes, parce que vous savez, sous 32 communes, il y en avait plus de 28 oui, qui mais étaient en déficit. Le problème, là, vous faites quelque chose qui sera one shot, comme on dit, c'est-à-dire vous allez régler le problème à un moment donné, mais vous allez recréer le déficit. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui pose problème, c'est votre masse salariale. Oui, si votre budget de fonctionnement représente 70%, 80%, c'est la masse salariale, ben pendant 2-3 ans, ça ira mieux si vous avez vendu le patrimoine de la ville, mais une fois que vous aurez épongé ces 2-3 années, ben, le déficit va de nouveau va réapparaître si vous ne réglez pas le problème de fond qui est la masse salariale, qui est les charges que supporte la ville. Donc c'est pour ça que je dis, on ne gère pas une ville comme on gère une entreprise. Il y a une part, il y a une dimension humaine et il faut pouvoir en tenir compte. Je ne suis pas sûre que ce soit cela. Quand on écoute les Basse-Terriens, je ne suis pas convaincue qu'ils soient satisfaits du changement. Mais ils auront l'occasion de le dire. Il faut respecter le peuple, la décision du peuple. En 2018, le peuple aura un choix à faire et puis c'est tout. Hein. En 2026, pardon. Et vous serez candidate? Écoutez, pour l'instant, moi, je suis quelqu'un, vous le savez, je ne cours pas après les mandats, je ne cours pas après les échéances. Regardez ce qui se passe au niveau national. Il faut arrêter cette course à l'échalote. Je ne m'inscris pas du tout. Si effectivement, à un moment donné, c'est une bonne chose, j'irai. Mais j'ai autre chose, je peux faire autre chose de ma vie. Je suis quelqu'un d'équilibré. Moi, ce qui m'importe, c'est voir comment... Et puis, il y a des jeunes aussi qui peuvent prendre la relève à un moment donné, même si, on me dit, Madame Panchard, tu fais du sport, etc. Mais l'âge là a monté, donc il faut penser aux générations qui peuvent aussi porter des projets. Donc, je regarde tout ça, mais je ne suis pas omnibulée par ces échéances électorales. Et c'est parce qu'on est omnibulé, on n'a pas terminé une campagne, qu'on pense à une autre campagne, qu'on n'avance pas. Et c'est regrettable, c'est lamentable. Moi, je suis vraiment dépitée quand je vois ce qui se passe au niveau national. Vraiment. Alors, et je ne voudrais pas que ça nous arrive. Hein. Voilà. Non, et que peut-être qu'on puisse tirer des enseignements et qu'on on regarde les choses différemment. Alors, on va s'étonner après que les gens ne votent pas. Il y a eu en juillet le festival culturel de Basse-Terre, c'est le premier. Alors j'ai discuté avec des gens de Basse-Terre, on m'a dit « Ah ouais, mais Panchard n'était pas très culturel ». C'est vrai ça? Je ne sais pas que je n'étais pas très culturelle. Moi, la conception de la culture que j'ai, c'est aussi au travers d'un partenariat. Il ne s'agit pas de... comment je vois bien ceux qui peuvent le dire, mais est-ce que ce qu'ils ont offert a permis de donner une marque à la ville de Basse-Terre? Je ne suis pas sûre. Oui, moi, je voulais rentrer... Le festival ne va pas durer? Je ne sais pas. Moi, je pense que Basse-Terre avait quelque chose. Moi, je voulais que le marqueur de Basse-Terre, et on pouvait faire des choses à partir de son patrimoine. Oui. Parce que Basse-Terre, c'est le berceau de l'histoire de la Guadeloupe. Donc, c'était valoriser ce patrimoine et au travers de ce patrimoine, regarder ce qui a pu être fait autour du fort d'Elgrès. Il fallait restaurer le fort d'Elgrès. Mais qui n'appartient pas à la ville, le fort. Mais qui n'appartient pas. Mais ce n'est pas parce que ça n'appartient pas à la ville que vous ne pouvez pas faire des partenariats. Archipel n'appartient pas à la ville, mais on peut trouver une complémentarité avec, comment dirais-je, l'auditorium. Mais il faut valoriser ce patrimoine. Il faut que la ville soit attractive par la beauté de cette ville et à partir de là, vous pouvez construire quelque chose. Et moi, je regrette que ce choix, peut-être je me trompe, mais moi, je pense qu'il est important, c'est celui qui a été porté pendant des années avec la DAC, avec le ministère de la Culture, avec la région, avec le département aussi, à un moment donné, et qu'aujourd'hui, qu'on soit que dans l'animation culturelle. Oui. Pour moi, c'est regrettable de vendre le patrimoine culturel. C'est pour ça que, c'est vrai, j'ai eu une altercation assez forte, parce que je n'ai pas compris, alors qu'il y avait tous les financements, qu'on ait sacrifié la maison Liensol.
et que la ville s'est désengagée aujourd'hui. C'est la maison pour accueillir les sans domicile fixe. Oui. C'est pas ça, Basse-Terre. Oui. Il faut quand même préserver ce patrimoine et essayer d'en faire quelque chose. C'est pas normal. On s'est battu pour la restauration de la maison Chape, qui est la plus vieille maison de la Guadeloupe, et que cette maison Chape, qui devait être les services... Elle devait être rénovée, je crois. Elle a été rénovée, qui devait accueillir les services de la direction des affaires culturelles et une salle d'exposition. Il semblerait qu'il y ait des problèmes avec les architectes. En tout cas, c'est un projet qui est porté par l'État et qu'on n'ait pas trouvé les moyens de faire l'État respecter l'engagement qu'il avait pris au travers notamment des décisions du ministère de la Culture, confirmées par des ministres qui étaient de passage ici en Guadeloupe, et qu'on a laissé la DAC aller s'implanter dans des préfabriqués à Baïf, alors que nous sommes une ville d'art et d'histoire. Voilà des différends. Moi, je ne suis pas là pour, comment dirais-je, faire de l'obstruction, mais de le dire aux Basse-Terriens. Moi, je me serais défendu bec et ongle face à l'État pour que la maison Chape puisse vivre et qu'elle ne soit pas rénovée et fermée. En plus, elle est juste en face du port. Vous me parlez du port. Mais quand vous êtes sur le bateau de croisière et que vous regardez cette ville, vous avez juste la maison Chape en face. Et en plus, le projet était magnifique parce qu'il y avait une salle d'exposition, on parlait des artistes, qui permettait de relier la rue du Cournolivos avec la rue Docteur Cab et d'ouvrir cette ville et de lui donner quelque chose. Il faut donner à Basse-Terre une âme qui lui permettra, comme a pu faire, je dirais, la municipalité de Dé, avec ses particularismes, il faut lui donner une âme, quelque chose de différent qui fera que le Guadeloupéen, qui soit d'Anse-Bertrand, qui soit de Saint-François, de partout, reviendra à Basse-Terre parce que Basse-Terre aura quelque chose de particulier, aura un cachet. Et ça se construit, je regrette, c'est ma vision, autour de son patrimoine. Je reviens vers vous. Et pas avec simplement des centres commerciaux où on va encore aller et on va se plaindre de la malbouffe et on va nous faire de très beaux colloques pour nous dire qu'on mange trop sucré ou trop salé. C'est pas ça, la Guadeloupe. Je reviens vers vous dans un instant. Je me tourne vers Madame Clamy, puisqu'elle est entrepreneur. C'est une jeune entrepreneur, formatrice en vannerie. Alors, première question, Madame, vous formez les gens, mais vous-même, vous faites de la vannerie? Oui, bien sûr. Alors, donc du coup, en fait, je confectionne des paniers en osier. Donc, je travaille principalement avec la matière du rotin et de l'osier. Et je forme. Mais c'est vrai qu'il est vrai que moi, alors, je vais faire plus des corbeilles ou des petits paniers de ce style. Et je vais plus être sur la formation que sur la confection. Oui. Mais il n'y a pas un marché pour les paniers. Je dis ça parce que Madame Panchard peut-être du savoir. Il y avait une dame qui s'appelait Madame Bouidé à Basse-Terre qui faisait de très beaux paniers à une époque. Et tout le monde en achetait. Alors que maintenant on dit qu'il ne faut plus avoir des sachets plastiques. Alors est-ce qu'il n'y a pas là un marché à prendre? Oui, effectivement. Mais il est vrai que sur les marchés, jusqu'à maintenant, on peut continuer à avoir les gros paniers traditionnels. D'où ils sortent ces paniers-là? Les... On m'a dit de la Dominique. Les artisans. Non, il y a des artisans vraiment guadeloupéens qui fabriquent des paniers en rotin, les gros paniers de marché qu'on Et vous n'avez pas envie de rentrer sans ce Alors, secteur. en fait, moi, c'est un choix de m'être arrêtée aux corbeilles de fruits, pas aux gros paniers, puisque c'est vrai que j'ai vraiment voulu pratiquer, en fait, cette formation et transmettre ce savoir, que ce soit à tout public, personnes âgées, la jeunesse, parce que c'est vrai que c'est notre culture et ça se perd complètement. Aujourd'hui, quand on parle de vannerie, les gens, bien souvent, ils ne savent pas du tout qu'est-ce que c'est, jusqu'à ce qu'on dise un panier. Et même quand on va parler de la matière, osier, au rotin, pareil, ça va être l'incompréhension totale. Donc, c'est vrai que par là, je ne dirais pas un but éducatif, mais c'est vrai que j'ai vraiment voulu, parce que déjà, j'aime enseigner et en fait, j'aime également la vannerie, c'est une passion. Donc en fait, je me suis dit de la même façon que c'est devenu une passion pour moi, j'aurais aimé que peut-être d'autres personnes, à travers les initiations que je propose, les ateliers, découvrent eux aussi leur passion. Donc, de toute façon, vous avez un atelier la semaine prochaine, c'est ça? C'est ça. Alors, c'est ça, samedi 21 décembre. Donc, en fait, c'est 2 sessions d'initiation de vannerie spéciale adulte au CRAGEP Guadeloupe. Donc, en fait, le CRAGEP Guadeloupe est situé à la résidence Petit Pérou. C'est une association qui a été créée en 2006, qui accompagne les associations d'éducation populaire et en proposant, en fait, des ateliers de formation qui également accompagnent la jeunesse guadeloupéenne, donc qui m'accompagne, en fait, dans ce projet.
puisqu'il propose des journées pédagogiques aux encadrants d'accueil de loisirs. Le matériau pour faire confectionner des paniers, on le trouve facilement en Guadeloupe? En Guadeloupe, alors, je ne dirais pas qu'on le trouve difficilement, mais c'est vrai qu'il n'est pas dans tous les magasins. Ça va plutôt être en quincaillerie qu'on va retrouver donc de l'osier, puisqu'ici, on vend plus de l'osier que du rotin. D'accord. Donc, c'est vrai qu'on va plus le retrouver qu'en quincaillerie, mais pas, par exemple, dans les centres commerciaux, on ne va pas le retrouver. Mais on ne fabrique plus d'osier ici, en Guadeloupe? Alors, il faut savoir que l'osier, que ce soit le l'osier ou le rotin, provient de la France. En Guadeloupe, on n'en fabrique pas. On n'a pas de champ d'osier en Guadeloupe. Nous, c'est des pailles, on fait des champs de paille, donc on n'a pas en fait l'osier. Donc, ça sort de la France et ça arrive en Guadeloupe. D'où le fait d'ailleurs qu'on le retrouve que dans des magasins spécifiques. Oui. Et vous allez jusqu'aux berceuses et aux chaises avec l'osier? Alors, pour l'instant, non, mais c'est à venir. C'est quelque chose que j'avais justement proposé, parce que je suis en train de mettre pour l'année 2025 en place une formation où, en fait, vraiment, on va pouvoir voir les dessous et les dessus de la vannerie et vraiment travailler le rotin bien comme il faut. Alors, il y a une formation, je vois 8h30, 12h30 et 13h30, 14h30. Ça suffit pour fabriquer un petit panier comme ça? Oui, bien sûr. Alors, en fait, donc, le samedi 21 décembre, lors des 2 sessions, donc ce sera une session le matin, une session l'après-midi, avec un groupe de 10 apprenants. Et en fait, les 10 apprenants auront une tranche horaire de 4 heures où tous les 10 vont apprendre en fait, à fabriquer un petit panier à peu près de ce type de eux-mêmes, en fait, entièrement. Et vous-même, qui vous a appris? Alors, en fait, moi, ça part il y a 6 ans de cela. C'est un collègue, puisque je travaillais dans l'animation, et c'est un collègue, en fait, qui m'a montré, en fait, ses créations. Il n'était pas formateur ni quoi que ce soit. Il faisait juste ça pour le plaisir. Et c'est vrai que quand moi, j'ai eu un coup de cœur. Et par la suite de ça, en fait, quand il a vu comment j'ai aimé, en fait, il m'a proposé de me montrer comment réaliser. Et c'est après, je me suis formée, j'ai acheté des livres, j'ai recherché, je suis partie aussi en France, je me suis formée aussi de moi-même, parce que et c'est là qu'est née, en fait, cette passion, déjà pour la vannerie. Et en fait, j'ai commencé par mes proches. D'abord, j'ai commencé comme ça, parce qu'au début, je ne savais pas que je voulais former. Je me disais, j'aime, pourquoi ne pas aussi transmettre aux gens, peut-être qu'ils vont aimer, qui sait, et on va faire tous ensemble. Du coup, c'est parti comme ça. J'ai d'abord commencé par mes proches. Et puis par la suite, quand j'ai vu que j'ai vraiment aimé, je me suis formée en tant que formateur d'adultes. Et du coup, par la suite, j'ai commencé en tant qu'entrepreneuse à proposer d'abord aux particuliers et puis en 2024 aux professionnels. Donc rendez-vous le 21? C'est ça, le rendez-vous le 21 décembre au CRAGEP, donc qui est situé juste en face du CREPS à la résidence Petit Pérou. Donc 2 sessions de 8h30 à 12h30, de 13h30 à 16h30. Donc n'hésitez pas, toutes les informations sont sur le flyer pour pouvoir vous inscrire. On vous attend nombreux et venez découvrir peut-être la passion de votre vie. D'accord. Je me retourne vers Mme Panchard pour une dernière question. Vous êtes présidente de la région. Il y avait l'autre jour un forum économique pour la région. Journée économique. Est-ce que la situation économique de la région est bonne en ce moment? Est-ce qu'on peut le dire? C'est vrai qu'on voit que la situation économique de la région, elle s'est quand même améliorée. Oui. Il y a un indicateur qui est le taux de chômage. Oui. Simplement, il ne faut pas faire de l'autosatisfaction. Il faut être extrêmement prudent. Quand on se compare à d'autres et quand on voit les autres territoires ultramarins et même certains territoires dans l'Hexagone, je ne dis pas que tout va dans le meilleur des mondes, mais on s'en tire pas si mal que ça parce que le tissu économique résiste. Pour autant, on rentre dans une période de turbulence, ça c'est clair, avec ce qui est en train de se jouer. Et il ne faut pas croire que parce que nous sommes à 8000 km, il faut pas oublier que nous appartenons au marché européen. Nous dépendons. Nous dépendons. Nous appartenons. Nous ne dépendons pas, nous appartenons, Dani. Nous appartenons au marché européen. Oui, mais c'est comme ça. Jusqu'à nouvel ordre, c'est comme ça, on appartient. Et donc, les conséquences, même si on ne les perçoit pas tout de suite, oui, on les verra arriver. Et ça, c'est clair. Parce que s'il y a une suppression, je dirais, d'une part des exonérations de charges qui permet aux entreprises de maintenir l'emploi en Guadeloupe, il est clair qu'avec un tissu aussi fragile, parce que nous sommes que
à peine 400 000 habitants, hein, donc vous n'avez pas la taille suffisante pour qu'une entreprise puisse se développer, proposer en quantité, qui fait que le prix est plus bas. C'est tout ça qui doit rentrer en jeu. Et donc, si on arrive à une situation où il y a une baisse des cotisations, il est clair qu'on va assister à, je dirais, des licenciements et on va repartir le taux de chômage. Ce qui serait dommageable parce que ça veut dire que tous les efforts qui ont été les nôtres en direction des TPE, en direction des jeunes, parce que les gens ont bien compris que l'emploi public, c'est plus l'avenir de la Guadeloupe, qu'il faut créer, il faut s'ouvrir au monde, il faut, vous avez bien vu tout le travail qui est fait autour des startups, il faut s'ouvrir pour essayer de se développer. Ce serait dommage que tout cet effort qui a été le nôtre depuis que nous sommes arrivés en responsabilité, nous perdions cela. Voilà. Mais je pense que c'était un bon axe de l'avoir choisi. Et puis, il y a des vraies questions qu'il faut qu'on se pose quand même par rapport à l'agriculture en Guadeloupe. Ça, alors, la dernière fois que je vous ai vu à la région, enfin pas à la région, c'était au conseil départemental, c'est pour le congrès. Normalement, la région devait organiser un congrès. Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, on avance à notre rythme. Le congrès pour le congrès, c'est pas ça l'objectif. Moi, ma position, elle est claire. Au moins, il n'y a pas d'ambiguïté. Parce que beaucoup voulaient me faire dire ce que ils pensaient que je pouvais penser. Mais c'est comme ça que les Guadeloupéens fonctionnent. Donc, j'ai préféré clarifier. Donc, tout le monde connaît ma pensée. Simplement, je dis, dans un sujet aussi important, on a bien avancé. Parce qu'on sent bien qu'il y a une forme d'unanimité, il y a une forme de consensus, qu'on ne peut pas rester comme ça. C'est pas comme ça qu'on va se développer. Mais il faut faire très attention avec des sujets aussi importants. C'est pas pour nous, hein. Nous sommes une génération qui va partir, mais ce sont nos enfants. Il ne faut pas qu'on se trompe. Donc, il faut avoir en face de soi, je dirais, de bons interlocuteurs. Aujourd'hui, on n'a personne. Et on ne va pas pouvoir faire cela, je dis très clairement, on ne va pas pouvoir faire cela tout seul. Il faut qu'il y ait une forme de stabilité politique au niveau national pour pouvoir échanger, pour pouvoir porter ce texte de loi. Penser qu'on va le faire tout seul et qu'on va arriver, qu'on va mettre ça sur la table, en cas dit, je regarde les Guadeloupéens, il y a que couillonner les autres. Bon. Je le dis très clairement. Et je pèse mes mots parce que j'ai vécu des choses par le passé. Ce sont des choses, il faut les travailler en profondeur et il faut arriver bien armé pour être dans une négociation qui est une négociation qui sera difficile. Parce que ils ne fonctionnent pas comme nous, c'est très clair. Ce ne sont pas les mêmes schémas que nous. Voilà. Bien, merci. Le rendez-vous est pris pour janvier, probablement il y aura un congrès. Alors voilà, il est 13h pratiquement. Première partie du ZCL est terminée. On vous remercie Mme Clamy, je vous souhaite bonne formation. Merci. Mme Panchard, on attendra 2028 peut-être. Non, pas... On verra. On verra. Il y a plein de choses qui peuvent se passer avant 2028. On espère. Voilà. 13h03. La suite tout à l'heure avec Aline Mijoin et Anaïs Vespan. On est toujours dans le ZCL News. Voilà, nous sommes déjà dans la deuxième partie du ZCL News. On va recevoir Mme Aline Mijoin. Bonjour. Bonjour. Opticienne d'Optique Aline, mais artiste. Et puis on va recevoir quelqu'un qu'on ne voit pas assez souvent ici, Anaïs Vespan, 2 fois dans la même semaine. Enfin bon, c'est pas trop. Non, c'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière déjà. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle semaine. Il y en a encore. Ouais. Bon, on est tout content de te revoir, Anaïs. Merci pour le travail que tu fais et surtout l'innovation en fait. Hein. Quand tu es artiste, tu es très innovante. Mais c'est ça aussi, il faut tout le temps se renouveler. Oui. Et puis on apprend tous les jours et moi je suis en expérimentation tout le temps. Et le fait que tu sois lié avec Madame Optique Aline, alors là, ça veut dire qu'on va faire vite, on veut même ça on va faire. On va y constater. Bien, on revient rapidement sur l'actualité. On va d'abord aller en France avec Maurice Cessé. Oui, parce que c'est bientôt Noël. Et donc Noël s'est déroulé sur la région Île-de-France et Maurice Cessé était parmi eux. On voit un reportage. Il y a un Noël du ZCL? Oui, c'est prévu, mais il ne faut pas dire ça tout de suite. Bon. C'est secret. C'est secret, on en parle après. Ça fait
8 ans. 8 ans qu'avec Valérie Pécresse, j'organise les chantés de Noël à la région Île-de-France. 8 ans que c'est un concours d'abord. Nous donnons 300 € aux associations qui s'inscrivent et en plus nous leur donnons un prix quand ils gagnent. Il y a à peu près une vingtaine d'associations qui gagnent entre 3 000 € et 500 €, une vingtaine d'associations. Et puis ça fait 8 ans que nous faisons le chanté au Noël à la région. Et chaque année, il y a de plus en plus de monde. Là, il y a eu une queue et tout le monde n'est pas encore rentré au moment où je parle parce que c'est un engouement extraordinaire. Et c'est vrai que c'est le moment où on oublie toutes les difficultés. C'est le moment où on se réconcilie avec les gens. C'est le moment où, en fait, on fait la fête. On fait la fête sans problème, en oubliant tous les problèmes. Et c'est important d'offrir à nos compatriotes d'outre-mer la possibilité, à un moment donné, d'oublier la dureté de la vie. Christian Baptiste, député de Guadeloupe, on s'est présent pour ce chanté Noël ici à la région Île-de-France. Christian Baptiste, est-ce que vous avez l'impression d'être à Sainte-Anne pour ce chanté Noël de ce soir? Il m'appelle le soleil. Hein. Non, je suis à l'hôtel de région d'Île-de-France, mais je suis dans une ambiance fondamentalement antillaise, dans nos traditions guadeloupéennes, martiniquaises, guyanaises. Je suis au cœur de notre tradition et bien évidemment mon cœur aussi y est et nos cœurs aussi. C'est comme effectivement si nous étions dans nos territoires. Et c'est aussi l'occasion vraiment de souhaiter un joyeux Noël, un bon chanté Noël à tous, car c'est un moment de convivialité et surtout de partage. Et je rappelle que Kassika aussi sera de la fête Noël en France. Et Kassika, comme on disait l'autre jour, on devrait changer le nom de Noël, ne plus appeler Noël, appeler Kassika. Parce qu'on dit Kassika tous les jours, de tous côtés, ils ont toutes sauces. Bref, un dernier sujet, après on parle avec ces dames. Oui, on va aller sur Morne-à-l'Eau où 20 jeunes ont pu intégrer un emploi civique. C'est une façon de découvrir le monde du travail où pendant 8 mois, ils pourront intégrer des projets de service. On voit un reportage d'Olivier Félix qui nous en dit plus. Cet après-midi, on vient d'accueillir 20 volontaires en contrat civique, des jeunes de Morne-à-l'Eau. Donc, vous savez, les contrats civiques seront accompagnés par des tuteurs au sein des différents services de la ville. Donc, c'est un premier pas dans le monde du travail. Donc, nous espérons que cela va bien se passer, comme cela l'a été antérieurement, puisque c'est la 3e édition depuis que je suis maire, que nous accueillons les jeunes. Et pour nous, c'est important d'encadrer nos jeunes, que de les accueillir et que de les former également, parce qu'ils vont passer 8 mois au sein des services de la ville. Comme je l'ai dit, ils seront là, ils apprendront, ils découvriront le monde du travail. Nous espérons que cela leur servira. Et comme je leur ai dit également, cela ne s'arrête pas à ça. Donc, ils pourront reprendre des études d'ailleurs. Ils pourront continuer dans la vie, aller se former dans les centres de formation, choisir un métier. En tout cas, ce qu'ils auront acquis avec nous, parmi nous, cela va toujours servir pour un avenir meilleur. Un ingénieur en aérospatial qui disait que les pas qu'il a portés, c'est le pas dormi, pas paix, pas fun, pas fait derrière. Donc pour moi, c'est important d'avoir. Pour moi, l'élément important d'avoir, c'est la volonté. Et le reste vient après. Souvent, on pense qu'il faut avoir les moyens, de l'argent, etc. Non, je pense que notre société, telle qu'elle est faite, offre des opportunités aux jeunes qui veulent, dès lors qu'on est déterminé effectivement à prendre sa chance et dès lors qu'on est déterminé à s'inscrire dans une dynamique de formation pour pouvoir y aller. C'est tout nouveau pour moi, c'est nouveau. On m'avait conseillé ça quand j'étais encore à l'école. Actuellement, je ne suis plus à l'école. J'ai passé mon examen en peinture applicateur revêtement.
Et c'est nouveau pour moi dans le monde du travail. J'appréhende un peu les horaires surtout, mais après ça, non, j'ai pas trop d'appréhension. C'est une priorité pour moi, puisque en fait, ce service civique, si je l'ai fait, c'est vraiment pour intégrer le monde du travail, et notamment la commune de Morne-à-l'Eau, surtout dans le service environnement, parce que je pense qu'il y a encore une patte à apporter. Je pense que j'ai des compétences que je peux mettre en valeur, et je pense que j'ai des compétences aussi à acquérir au sein de la ville de Morne-à-l'Eau. Donc ce sera un honneur de pouvoir mettre à profit, de pouvoir échanger, d'avoir cet échange entre la ville et moi. Bien, à suivre pour ces jeunes. Alors on va parler d'Optique Aline et dans Optique Aline, il y a Aline. Alors bonjour Aline. Bonjour. Bonjour. Ça va? Effectivement, dans Optique Aline, il y a Aline. Oui, c'est pas un hasard. Optique Aline, alors c'est particulier parce que Optique Aline, c'est un nom qui a été porté et créé pratiquement par nos clients. Ah bon? Parce que chaque fois que vous avez un magasin là, vous avez dit que chez Aline. Oui. Vous avez Aline. Oui. Donc Optique Aline. Optique Aline. Optique Aline. Oui. Optique avec le K vibratoire qui est au milieu. Bien sûr, bien sûr. Et Optique Aline, oui. Parce que nous choisissons de chouchouter nos clients. Voilà. Donc, Optique Aline. Oui. Voilà. Tout est dit, Donc on est toutes là. Oui, oui. Alors, tu n'es pas venu seul comme d'habitude, puisque je disais que c'est le centre de... bref, bon, je ne dis rien. On est venu avec notre ami... Anaïs Vespan, oui. Oui. Quel rapport il y a avec Optique Aline Déjà, Aline, en dehors de tout ce qui est professionnel, Aline, c'est quelqu'un d'extraordinaire et elle a une belle âme. Oui. Et je dis toujours, avant que les corps se rencontrent, les âmes se lient. Donc vrai. Aline, c'est une amie, c'est une grande sœur, c'est une muse, c'est une femme que j'aime beaucoup. Et ce qu'elle fait, ce qu'elle entreprend. C'est une artiste, hein, ah oui, fondamentalement. Mmh. Alors là, il faut aller à Optique Aline, il faut la voir. Oui. Et c'est le rôle de sa vie. Oui. Donc voilà. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans l'art de voix? Qu'est-ce qu'on va voir en ligne? Alors, je vais d'abord expliquer le concept de l'art de voix. Oui, tout à fait. L'art de voix, c'est un concept que nous avons mis en place. Ça fait maintenant à peu près 7-8 années. Oui. Je ne compte plus les années, je compte les éditions. Tu fais le 10e anniversaire un jour, peut-être? Oui, mais nous y arriverons tranquillement. Oui, tranquillement. Oui, en plus, on sait comment faire et on sait qui a fait. Et donc, l'art de voix, ça a été... l'envie d'associer l'art et l'optique. Oui. Je suis effectivement quelqu'un qui est assez sensible à tous les arts, oui. Particulièrement au théâtre au départ. Et j'ai voulu... Et au slam aussi, hein, maintenant. Non, je ne suis pas une slameuse. Ah non, du tout. Ah non, je ne me permettrai pas, surtout pas. Ça ferait vu quelque chose d'autre, je ne sais pas. Non, ça ferait injure au slameur. Une diseuse peut-être de paroles, mais pas de slameur. Non, diseuse de paroles. On fera pas slam, ça. C'est les paroles. On fera pas ça en slameur. Et donc, effectivement, donc l'art de voix, donc c'est un concept qu'on a associé. C'est une manière pour nous de rendre l'art accessible dans un cadre où l'art normalement ne serait pas invité. N'était pas vu. Ou n'était pas vu, ou n'était pas invité. Et le magasin, justement, nous permet d'accueillir des artistes de différents corps artistiques, particulièrement les artistes plasticiens qui ont eu l'occasion d'exposer au magasin. Donc, j'offre une carte blanche. Et une carte blanche, c'est quoi? C'est donner à l'artiste de nous donner de rentrer dans son univers, de nous permettre de nous interroger aussi sur nous-mêmes parce que l'artiste nous permet justement d'ouvrir nos horizons et d'aller plus loin dans notre vision du monde, notre vision de nous-mêmes et de façon plus singulière de notre vision de la Guadeloupe. Et l'art de voix a été mis en place en premier lieu, avec Anaïs Vespan. C'est Anaïs Vespan qui a initié l'art de voix. Et au moment où nous avons donc initié cet art de voix, j'ai été extrêmement frustrée parce que juste après, il y a eu le coronavirus. D'accord. Et donc, j'ai estimé qu'Anaïs ne nous avait pas donné la pleine mesure de... pas donné assez à voir. Voilà, qu'elle n'avait pas donné assez à voir, exactement. Et avant de repartir sur une quelconque édition de l'art de voix, la 5e édition, je la consacre de nouveau à Anaïs Vespan, qui nous concocte quelque chose d'extraordinaire. Alors, Anaïs... Est-ce que tu vas nous dire qu'est-ce qui est concocté? Parce que l'autre fois, elle est venue, elle a fait un mystère. C'était vraiment les mystères de... Bon, alors, vas-y.
Alors, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait d'exposition, mais j'étais dans mon laboratoire de recherche. Et là, l'art de voir me permet de montrer ce petit clin d'œil et un bout de mes expérimentations. Et ce que j'aime dans l'art de voir, après c'est une continuité. En 2017, avec le musée Art, ancien Schellcher, j'avais fait une carte blanche et elle s'intitulait cette exposition « Et si l'espace muséal était une case ?» Et j'interrogeais l'espace du musée. Est-ce que le musée était adapté pour les Guadeloupéens ? Est-ce que les Guadeloupéens, parce qu'on voit toujours les mêmes personnes, est-ce qu'ils y rentraient? Est-ce qu'ils se sentaient légitimes de rentrer? Et en fait, avec l'art de voir d'Optique Aline, je continue mon expérimentation. Parce que dans un premier abord, on va chez un opticien, on va pas spécialement un opticien. Oui, chez Optique Aline, on va pas spécialement aller voir une expo. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que Aline a un public qui est merveilleux, amateur d'art, et on a le temps d'observer. Et Aline a inséré l'art de voir avec son slogan « En nous prenant, regardez-nous ». Donc, le challenge pour moi, c'est de communiquer l'espace de monstration de l'art et l'espace optique. Alors, qu'est-ce qu'il y aura le 14 ? Donc, il y aura des dernières créations. Alors, ce sont des créations rhizomiques. Parce qu'en fait, je mélange tellement de techniques qu'on oublie la technique, mais on est dans le non-non de la peinture. Tu vois? Et ce qui est chouette avec l'art de voir, c'est que tu as 6 mois pour développer. Donc, tu as le temps d'être avec le public. Tu as le temps de développer les... Et puis, je trouve qu'aujourd'hui, on est dans l'ère du scroller. On scrolle. Et on passe à côté d'une œuvre, on passe à côté de réponse, on passe à côté de l'autre, en fait, et à côté de soi. Donc, l'art de voir, c'est le temps de voir aussi. Totalement. Oui. C'est le temps de voir. On crée cet instant-là et on crée tout pour cela. Oui. Et en tout cas, pour moi, artiste, j'ai le temps d'être avec mes siens, en fait. Oui. Donc, rendez-vous le 14. Alors, Aline, je voulais quand même te poser la question. Combien d'artistes sont déjà venus dans ton centre dans mon centre des arts? J'ai rien dit. Alors, j'ai déjà reçu, donc en premier lieu, je disais Anaïs Verspont. Oui, c'est la marraine, en fait. Oui, c'est la marraine, c'est l'instigatrice, c'est à partir de là où les choses prennent source. Ensuite, on a eu Thierry Lima, qui a exposé au magasin, Antoine Nabajotte. La dernière artiste que nous avons reçue en carte blanche, ça a été Karine Gabon. Mais dans ces arts de voir, nous avons naturellement des artistes invités. On a reçu Winnie Karuna, on a reçu Florence Napri, on a reçu Darius Dario qui fait de la sculpture, on a reçu Frédéric Caracas, on a reçu des Tambouillés, on a reçu, voilà. Et en fait, c'est le croisement des arts. On a reçu Delblon, Monsieur Delblon, on a reçu plein de personnes et on aura l'occasion encore de recevoir c'est pas fini, d'autres artistes. Cette année, c'est terminé, mais l'année prochaine... Non, parce qu'en fait, la carte blanche, donc comme Anaïs le disait, la carte blanche donc, dure 6 mois, donc de décembre à juin. Et dans cette carte blanche, l'artiste invite d'autres artistes. Ah, d'accord. Et donc, c'est l'occasion aussi de découvrir d'autres arts et de croiser les arts. Oui. Et naturellement, les lunettes aussi font partie de tout ce schéma-là, parce que les lunettes aussi prennent leur place et se mettent en scène aussi dans cet espace-là. Et ça permet justement à nos clients de pouvoir... Comme je disais, c'est un terme que j'emploie souvent, mais c'est un terme qui prend tout son sens, de bouger les lignes. Et ça nous permet de... on nous prend en regardez-nous, mais ça nous permet aussi de nous regarder avec beaucoup plus d'indulgence, beaucoup plus de bienveillance, et de nous regarder avec aussi un autre regard, et un regard qui nous ouvre vers l'extérieur.
Et ça aussi, c'est important. Il y a aussi une chose, c'est que chez Opticaline, elle a des exclusivités avec des créateurs et des artisans d'art, en fait. Et là où, en tout cas, moi, en tant qu'artiste et designer, c'est que je partage, en fait, déjà l'amour de ce monde des lunettes, mais de la matière. Et souvent, il y a de la mémoire, il y a de la manière dont on conceptualise une paire de lunettes, c'est pas anodin. Et il y a toute une histoire qu'un créateur derrière a su créer sur une toute petite lunette et comment ça magnifie quelqu'un. Donc c'est là aussi le fil conducteur, en fait, entre ces arts. C'est la recherche de la beauté, en fait. Ils vont jouer du théâtre aussi. Il y a déjà eu du théâtre. Il y a déjà eu du théâtre. La dernière fois, quand nous avons reçu les clients, il y a eu déjà du théâtre, mais il y aura encore du théâtre. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce qu'on fait, c'est qu'il peut y avoir du théâtre, mais pas forcément de la manière qu'on le voit dans une salle. C'est de la même manière que quand les artistes viennent chez nous, ils s'exposent, mais ils peuvent vous surprendre parce qu'ils vont pas... On est tout le temps dans cette recherche de créativité, mais la première des choses, c'est la proximité des gens entre les gens, c'est de pouvoir rencontrer le public et de rendre les choses... qu'on s'approprie ce que nous sommes et qu'on s'approprie les choses. Et qu'on s'approprie l'art de manière générale. On voit de belles choses, Anaïs? Oh, que oui. Rien que ça. De la beauté. La beauté permet l'élévation spirituelle. Et on en a bien besoin. À partir de quelle heure, le 14? Alors, à partir de 15h, nous serons là, donc à partir de 15h jusqu'à 20h30. Ça sera rythmé par un certain nombre d'éléments. Mais la première des choses, c'est la rencontre avec l'artiste, Anaïs Verspan, qui sera la chose principale. C'est venir rencontrer quand je dis la chose, le moment, l'instant, c'est vrai. L'instant Anaïs. L'instant Anaïs. Et ça sera vraiment... un moment particulier, on va rencontrer l'artiste et l'artiste nous donnera de pouvoir aller plus loin, de se dévoiler. Tu sais, Anaïs, tu devrais changer de prénom. Ah oui? Oui. T'appeler Anaïs. Ah oui, c'est vrai. Mais je suis une peintresse. En tout cas, le rendez-vous est pris donc le 14 à partir de 15h. L'art de voir. Donc, et ça va se prolonger. En Kevin, voilà. Promis, non, Kevin. Jusqu'au 21 juin, et on va arriver par des moments très spéciaux. Ce sera tous les combien à peu près? Alors, on aura à chaque fois des rendez-vous. Les rendez-vous sont donnés au fur et à mesure. L'artiste nous donnera rendez-vous pendant toute cette période. Je serai obligée de venir te voir. Voilà. Encore et encore. Bon, Anaïs, oui, d'accord, tu as pris un abonnement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'artiste, en tout cas, sera exposé chez nous à partir du mois de décembre, à partir du 14 jusqu'au mois de juin. Super, ça c'est très bien. Et le centre Opticaline de Laon. C'est ça. Voilà, avec Anaïs. Alors nous sommes situés à l'assainissement pour ceux qui pour les gens qui ne savent pas. Voilà, nous sommes situés à l'assainissement à l'ancienne clinique Lemestre. Il y a un numéro qui peut s'afficher, c'est le 84 30 44. Et on demande. Les réseaux sociaux aussi. Voilà, sous les réseaux sociaux, ils peuvent nous trouver Opticaline, tout simplement. Optique avec un K, comme je le disais tout à l'heure. Opticaline sous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Ils n'ont qu'à taper Opticaline, ils arrivent directement. Et 84 30 44. Prendre rendez-vous, au moins prévenir et être présent. Bien, Anaïs et Aoline, merci d'être venus. Et le rendez-vous est pris pour le 14 à partir de 15h. En qui là, je promets. Merci beaucoup, merci à ZCL. 13h30, deuxième et dernière pause. On va se retrouver tout à l'heure avec les deux derniers invités. Mehdi Keïta, secrétaire général du Parti socialiste guadeloupéen et conseiller municipal de l'opposition à Pointe-à-Pitre, et Assia Sarah dans la chronique de Iman. Merci. Voilà, dernière partie du ZCL News. On va recevoir dans un instant Mehdi Keïta. Bonjour. Bonjour. Il est secrétaire général du Parti socialiste guadeloupéen, le PSG, ne pas confondre avec notre PSG, et conseiller municipal de l'opposition pointoise. Puisqu'on parle de Pointe-à-Pitre, il nous a demandé de le dire. Mbitako vient de sortir cet ouvrage. À pas comme ça. Sacrafête, c'est une pièce de théâtre, et il nous a dit qu'il sera présent au salon du livre de Pointe-à-Pitre qui aura lieu ce week-end, je crois, le 14.
Et avant ça, eh bien, on retourne au congrès du FSU. Oui, la Fédération syndicale unitaire qui a tenu son 11e congrès annuel avec des discussions cruciales à venir sur l'avenir de l'éducation et les conditions de travail des enseignants en Guadeloupe. Olivier Félix nous livre un aperçu des débats. On voit un reportage. Aujourd'hui, le premier axe, c'est faire de telle façon qu'on ait des services publics efficaces. On a l'école qui est malade, nous avons un certain nombre de collectivités où il y a énormément de difficultés. Nous avons la problématique du transport scolaire, nous avons la problématique de la restauration scolaire. Il faut absolument que l'ensemble des services publics dédiés à la réussite scolaire ils soient efficaces. Et donc nous sommes en train de travailler justement à faire de telle sorte que ces services publics soient efficaces. Et pour qu'ils soient efficaces, il faut que nous ayons des personnels en nombre, bien formés, bien rémunérés, pour qu'ils puissent investir leur champ de travail et faire de telle façon que un jeune, de pratiquement la maternelle jusqu'à l'université, soit dans les meilleures dispositions pour réussir. Pour que des services publics soient efficaces, il faut que les enseignants, que les personnels de l'éducation, mais plus généralement l'ensemble des personnels dans la fonction publique, soient en bonne santé et aient des conditions de travail acceptables. Et donc, lorsque nous votons la motion sur le bâti scolaire, lorsque nous votons des motions pour accueillir au mieux les enfants à besoins éducatifs particuliers, lorsque nous votons des motions notamment sur la difficulté que nous avons au niveau du bâti scolaire et au niveau des équipements sportifs, c'est tout cela qui va justement concourir au fait que nos enseignants, nos personnels soient dans de bonnes dispositions. Il est hors de question effectivement qu'on puisse voir appliquer au personnel de la fonction publique 3 jours de carence, parce que nous savons pertinemment que ça va entraîner un choix cornélien, soit travailler en étant malade et donc ne pas être dans toutes les dispositions possibles pour pouvoir accueillir correctement les élèves, ou soit tout simplement perdre 400 €. Et c'est tout cela qui va concourir au fait que nous ayons des services publics efficaces. Pareil, si nous voulons avoir de bons enseignants, il faut revaloriser les carrières, il faut revaloriser les salaires pour que demain, les meilleurs puissent embrasser les métiers de l'enseignement et se mettre au service des élèves. Voilà, 13h39, et on va recevoir Mehdi Keita, je vous l'ai dit, il est secrétaire général du PSG et aussi conseiller municipal. Première question, M. Keita, est-ce que vous êtes satisfait de la gestion de la ville de Pointe-à-Pitre? Pose la question directement. Non. Pourquoi? Pas du tout, parce que aujourd'hui, en 2019, la ville avait constaté un déficit, c'est vrai, de 76 millions d'euros de déficit. Effectivement, nous avions mis en place, et moi-même personnellement, mis un guide budgétaire pour pouvoir pluriannualiser les dépenses, justement pour enlever ce déficit d'au moins de 45 millions d'euros, parce qu'on imputait sur une seule année l'ensemble de la rénovation urbaine qui était faite. Donc ça a été mis en place et donc dont acte. Et puis pour résorber, il y a eu une vente des immeubles, donc du patrimoine qui avait été accumulé par les anciennes majorités de la ville. Et malheureusement, on peut constater aujourd'hui que les 30 millions d'euros de vente de ces immeubles n'a pas permis de résoudre l'entièreté du déficit, que le prix de vente du mètre carré n'a pas été bien fait, puisque aujourd'hui on vend des terrains à 10 fois plus cher, et que donc, et en plus de cela, on a perdu une recette de 6 millions d'euros de locatives, qui font que automatiquement, comme on ne comble pas cette recette locative, on va générer automatiquement 6 millions de dettes chaque année, puisqu'on ne les a pas comblées. Donc, et en plus de surcroît, la vente des immeubles ne va pas permettre d'améliorer le sort et les conditions de vie des gens de Mortenol, enfin des personnes de Mortenol Sud, de Mortenol Sud prolongé, de Georges Roux, parce que malheureusement, la SIG à qui on a vendu ces immeubles-là ne va mettre que 8 millions d'euros pour pouvoir résoudre en fait l'entièreté des problématiques de ces immeubles. Donc non, je ne suis pas satisfait ni de la vente, ni de la gestion, ni du futur que nous aurons derrière cela. Ça veut dire que quand vous êtes dans l'opposition, vous n'êtes pas entendu, vous n'êtes pas écouté? Ah mais ça c'est évident, on n'est pas du tout écouté. De toute façon, vous pouvez dire ce que vous voulez. De toute façon, à un moment donné, le président de séance qui est le maire, il dit on passe au vote, et il y a une majorité malheureusement un peu godillot qui vote, même si on lui dit que 2 et 2 ça fait 4, ils vont voter comme lui il a décidé. Donc c'est ce qui est dommage. Bon, mais c'est comme ça, c'est le fonctionnement de la démocratie, il faut l'accepter. Maintenant, la population elle-même le ressent bien que ça ne va pas du tout dans la ville.
Est-ce que vous trouvez que Pointe-à-Pitre a de l'attractivité aujourd'hui? Mais Pointe-à-Pitre a une attractivité qui est extraordinaire. Pointe-à-Pitre reçoit l'entièreté des bateaux de croisière. Quand vous arrivez en Guadeloupe, on vous dit vous allez à Pointe-à-Pitre. Donc Pointe-à-Pitre, bien sûr que pour la Guadeloupe, c'est le fer de lance, c'est le phare de la Caraïbe. Malheureusement, il y a aujourd'hui une gestion à la courte vue, un peu à la courte semaine, de communication. On communique énormément pour dire ce qu'on a fait ou ce qu'on veut faire ou les éléments. Mais concrètement parlant, on n'a pas une vision globale de qu'est-ce que l'on veut de Pointe-à-Pitre sur 10, 15 ans, 20 ans. Ce qui a été fait par cette majorité. Alors après, il y a eu un épuisement et puis il y a eu des erreurs commises. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas eu des erreurs commises. Fut un temps. Cependant, aujourd'hui, moi en tout cas, je le constate en étant la minorité depuis 5 ans, il n'y a aucune vision à long terme pour la ville. Ça veut dire que, je pose la question abruptement, qu'il faudrait changer de maire? Ah, mais de façon très clairement. Et je verrai avec le groupe avec lequel je chemine, qui s'appelle Assemblée pour la Pointe, on va œuvrer fortement pour pouvoir changer de cette majorité. Parce que, je vais vous donner un exemple, parce que j'ai œuvré pour qu'on mette en place un duty-free. Personnellement, j'ai travaillé dessus, je suis allé voir le président Macron pour qu'on puisse le mettre en place, et on l'a fait pour qu'on soit mis en place à Pointe-à-Pitre sur l'ensemble du territoire pointois. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est toujours pas mis en place. C'est un truc que j'ai fait depuis 2019. Mais pourquoi ce n'est pas fait? Qu'est-ce qui bloque? Mais l'engagement municipal, il faut savoir comment on va le faire, comment on va aider les commerçants à le faire, comment on va faire en sorte que on rende la méthodologie de duty free compatible avec les commerçants et faire en sorte que les commerçants le soient. Et pour bien le montrer, on voit bien aujourd'hui que le propre adjoint au maire du maire aujourd'hui, qui est président des commerçants de Pointe-à-Pitre, est une guerre fratricide avec son maire. Donc on voit bien aujourd'hui que la ville n'a pas une attractivité, en tout cas n'est pas une dynamique pour pouvoir créer une envie d'être dans cette ville, même si heureusement encore on garde le nom Pointe-à-Pitre. Alors je vous cache pas, vous le savez, on a eu l'occasion de recevoir ici plein de personnes de l'opposition, le maire, président de l'association des commerçants, un adjoint qui a démissionné, etc. Quelqu'un qui est dans l'opposition aussi, le Grand Pointe-à-Pitre, etc. Mais j'ai l'impression, quand on écoute tous ces gens-là, toutes ces personnes, que l'opposition est très divisée et que finalement, en 2028, ce sera bis et repetita. Je pense qu'aujourd'hui, les Pointois ont évolué avec le temps et voient bien en fait les difficultés de notre pays. Il y a aujourd'hui dans cette opposition aujourd'hui des personnes aujourd'hui qui étaient avec nous en 2020. On va le citer parce qu'il faut parler clairement, il ne faut pas faire son langue de bois. Monsieur Barfleur, qui est monté 15 jours avant sur notre liste, quand on a fait la liste, 15 jours avant, alors que 15 jours avant, il disait le pique-pendre sur Jacques Bangou. Bon, bref, il est monté parce qu'il se disait que c'était la meilleure manière pour lui de gagner, d'avoir un poste. Il s'avère que nous avons perdu. Et ce qui est bien la bonne vertu... Il a été récupéré de l'autre côté? Je ne sais pas si c'était récupéré, mais en tout cas, apparemment, monsieur le maire, apparemment, lui fait tous les louanges possibles. Donc je pense qu'a priori, ils doivent avoir une sorte de copinage entre eux. Mais vous savez, la vertu qui est bien quand on perd une élection, c'est qu'au moins, vous savez qui sont vos amis et qui cheminent avec vous pour des convictions et qui cheminent avec vous uniquement pour avoir une indemnité ou un placement quelque part. Et au moins, ça a permis de faire le tri et le classement des uns et des autres. Donc au moins pour 2026, on fera une liste de façon plus facile et plus aisée, je vous garantis. Et ça veut dire que 2026, on verra un Mehdi Keïta tête de liste? 2026, on verra le Assemblée pour la Pointe en fait présenter une candidature et faire en sorte que notre groupe qui doit marcher en groupe, parce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, et moi j'insiste dessus, souvent la politique on veut la personnalifier. Non, la politique, et surtout la politique municipale, c'est un ensemble, c'est un groupe qui travaille ensemble, et ce groupe-là doit venir, et ce n'est pas qu'une personne qui sera maire de la ville qui va décider de ce qui doit être fait, c'est un ensemble de groupes, et un ensemble de personnes en fait qui cheminent dans la ville et qui amènent un peu leurs éléments. Il s'avère que dans ce groupe-là, il y a un grand nombre de personnes, dont moi-même, qui sont en capacité de gérer, puisque nous avons travaillé en majorité, nous avons eu des fonctions et des responsabilités. Donc oui, je fais partie de ces personnes-là qui sont en capacité aujourd'hui, parce qu'ils sont d'une nouvelle génération, de renouveler, oui, et d'apporter un nouveau à Pointe-à-Pitre. Et de fédérer avec l'opposition dont je parlais tout à l'heure? L'essentiel pour nous, on n'est pas sur des personnes. L'essentiel pour nous aujourd'hui est d'apporter en fait une vision à Pointe-à-Pitre sur un long terme, en prenant l'héritage que nous avons de Henri Bangou, de Jacques Bangou, de Joseph Ngati Belzar,
avec des choses bien qui ont été faites, de corriger les éléments qui n'ont pas été faits, et puis de partir avec une nouvelle vision sur 10-15 ans. Et donc automatiquement, c'est aussi amener, parce qu'on renouvelle aussi, c'est amener aussi des personnes de la société civile, amener des personnes de Pointe-à-Pitre qui ont envie de participer à la vie pointoise et qui vont amener aussi leur énergie. Voilà. Donc il ne faut pas toujours se fondre avec les mêmes personnes, toujours, il faut renouveler. Et je pense que j'œuvrerai énormément pour qu'on renouvelle ça, parce qu'il y a une grande demande. Oui. Et globalement, quel est le secteur, enfin je pose la question, puisque depuis la nouvelle municipalité, bon, il y a eu des bonnes ou des mauvaises choses, je ne sais pas, vous allez me dire, qu'est-ce que vous retenez de positif, honnêtement? S'il n'y a rien, vous me dites rien. Hein. Très sincèrement, je pense que l'élément positif qu'on peut retenir, c'est la déception. Oui. C'est la déception parce qu'on aurait pu penser, vous voyez, que, bon, parce qu'il y avait un renouvellement, parce qu'il y avait une nouvelle personne, on peut se dire, bon, c'est notre méthode de travail, c'est notre manière de faire. Et là, c'est marrant, mais je vois que c'est ce que je vois aujourd'hui, que je constate, c'est les pires heures de la politique guadeloupéenne dans les années 20, quoi. C'est-à-dire qu'on essaie de prendre X et Y, à qui on donne un poste, une indemnité pour pouvoir le soutenir. On a sa propre association, on va utiliser les éléments de mairie pour nettoyer l'endroit où on va faire sa manifestation. Bon, voilà, bon, si c'est ça à faire là, moi, sincèrement, et d'ailleurs, on peut constater d'ailleurs malheureusement aujourd'hui que l'ensemble des personnes qui composent majorité aujourd'hui se sont désolidarisées du maire en place aujourd'hui. On peut les prendre tous, hein, oui. Les énumérer. Ils se sont désolidarisés parce qu'ils voient bien aujourd'hui que ça ne répond pas à la problématique de Pointe-à-Pitre. Oui. Ou ça répond qu'à une problématique d'une personne qui se met en scène toute la journée avec les biens publics de la ville. Et vous êtes conscient que les points 3, on en pris conscience déjà? Mais je vous garantis que quand vous êtes dans votre quartier et que tous les dimanches que vous devez décrotter vos trottoirs, ratisser, enlever les herbes, enlever de la boue de vos trucs, et que vous parlez avec vos voisins, je vous garantis que vos voisins vous font comprendre que dès 2026, les choses devront être très fortement marquées. Après, c'est évident qu'ils vous font aussi remarquer qu'il y a eu des erreurs commises dans les majorités que vous avez appartenues et qu'ils espèrent aussi que les choses vont être corrigées. Et donc, il faut en prendre conscience. Et moi, vous voyez, je parle de façon assez transparente et franche parce que la population a besoin de ça. Mais au-delà de Pointe-à-Pitre, je pense qu'on y arrivera aussi dans vos questions, mais c'est une vision aussi globale de ce qu'on a de la Guadeloupe. Quelle vision on a, comment on le voit, et comme vous l'avez signifié, je dirige un parti politique que j'ai depuis 2018, et mon objectif déjà a été de créer un front, de créer une unité dans les partis progressistes, et de faire en sorte qu'on se dise des vérités, mais ça ne veut pas pour autant dire, comme je l'ai pu le dire pour Pointe-à-Pitre, qu'on travaille ensemble, mais qu'on se dise des vérités. Quand ça a bien marché, on dit que ça a bien marché. Quand ça n'a pas bien marché, on essaie de les corriger et de cheminer ensemble parce que nous avons un fondement commun. Nous ne sommes pas que des copains. Nous sommes aussi des personnes qui partageons une même idée politique sur l'évolution de la Guadeloupe, sur Pointe-à-Pitre. Donc voilà sur quoi on chemine. Et je vais vous donner un autre exemple sur Pointe-à-Pitre. Aujourd'hui, on va fermer des crèches à Pointe-à-Pitre parce qu'on ferme les lauriers. Quand nous étions en majorité et que nous faisions une rénovation urbaine, nous faisions ce qu'on appelle des logements tiroirs. On utilisait les terrains que nous avions pour construire un immeuble, et quand on écrasait notre immeuble, on logeait les personnes de Pointe-à-Pitre. Aujourd'hui, la majorité, on va écraser les lauriers, on va faire partie des personnes de Pointe-à-Pitre qui devront quitter Pointe-à-Pitre et aller à Morne-à-l'eau parce qu'on n'a pas prévu de faire. Pour autant, nous, comme nous sommes de la majorité, nous avions économisé un terrain qui s'appelle l'ancien terrain de l'école Raphaël Jolivière, qui est près du hall Paul Chonchon, qui servait justement à faire ces logements tiroirs. Vous voyez, c'est pour montrer en fait que nous avons une vision et puis l'autre quelqu'un ne l'a pas. Alors, je vais poser une dernière question, elle est plus politique encore. Tout à l'heure, j'ai reçu Mme Panchard, qui est dans l'opposition à Bastère, comme vous, l'opposition à Pointe-à-Pitre, mais elle est aussi présidente du conseil régional. Je posais la question de savoir pourquoi il n'y a pas eu de congrès de la région, puisque au conseil départemental, il y a eu un congrès au mois de juin, juste avant la dissolution de l'Assemblée nationale française, et elle n'a pas été capable de me dire les raisons. Est-ce que vous sentez que le processus de modification, de changement statutaire, ou comme on peut l'appeler, d'autonomisation de la Guadeloupe, progresse réellement? Je pense très sincèrement que la région aujourd'hui n'est pas dans cette dynamique-là.
Il faut parler franchement, elle n'est pas dans cette dynamique-là. La commission ad hoc qui nous a invité l'ensemble des partis politiques avant le changement de congrès, enfin de présidence, nous a invités. Nous avons formé un front avec le CIPA, avec Alain Plaisir, avec le PPDG et le PSG et d'autres personnalités comme Richard Samuel et d'autres. Nous avons fait un front pour justement essayer de créer une dynamique en expliquant qu'est-ce que nous voulions. C'était pas changer le statut pour un statut, c'est définir des compétences exclusives que nous voulons exercer en Guadeloupe pour avoir une vraie dynamique économique, une dynamique sociale, des compétences qu'on laisserait à l'État, donc les compétences régaliennes, entre guillemets, et des compétences partagées que nous partagerons avec l'État, qu'on laisserait à l'État en gestion, mais sur lesquelles nous apporterions nos compétences. L'éducation, la santé, pour savoir comment on travaille ensemble. Et je pense que nos écrits ont bien servi, puisqu'on voit bien qu'une partie de ce que le président Losbar avait présenté au Congrès, c'est un peu ce que nous avions écrit dans nos écrits. Nous avons réussi à fédérer d'autres partis indépendantistes ou autonomistes, comme l'ANG ou le FKNG et d'autres, avec qui nous avons signé un accord entre nous, avec le PCG, sur lequel nous cheminons ensemble et en se disant comment on peut faire pour déjà aller vers une autonomie. Mais l'autonomie, c'est quoi? C'est aussi avoir une réflexion, et nous avons fait passer un texte sur l'Europe. Beaucoup de gens parlent d'institutions, de statut 70, 73, 74. Ce n'est pas ça le vrai sujet. Le vrai sujet, en fait, est de savoir, et c'est un sujet européen, est-ce que, vous savez, l'article 355 du traité européen a donné une dérogation aux Outre-mer. Oui. On a créé les RUP. C'est ça la réalité. Parce que si vous passez en Assemblée unique aujourd'hui, vous serez toujours dans cela. Oui. C'est pas le fait de mettre région et département ensemble qui va changer le système. Ça sera la même chose. Donc, faut pas, on voit bien avec la Martinique aujourd'hui. C'est pas ça la problématique. La problématique est de savoir aujourd'hui comment on négocie avec l'Europe pour que les fonds européens qui nous soient attribués, on les garde, même en étant autonome. Comment on peut faire pour le POSEI qui est donné à 3 ou 4 familles? Comment on peut faire pour aujourd'hui ils soient répartis mais, de façon meilleure? Et comment on peut faire aujourd'hui que pour que les fonds européens qui sont donnés pour l'agriculture, il y ait une diversification et qu'on ne soit pas que sur la monoculture, canne, banane, sucre? C'est ça la réalité. Et ça rebondit un peu sur le problème de la vie chère. C'est comment aujourd'hui on fait intervenir l'Europe pour qu'on applique la régulation du Code du commerce. Parce que tout le monde parle de l'octroi de mer qui fait la vie chère en Guadeloupe. Mais ce n'est pas l'octroi de mer qui fait la vie chère. Il n'y a pas d'octroi de mer sur les forfaits téléphoniques que tout le monde a. Il n'y a pas d'octroi de mer sur les forfaits télévision. S'il y a un problème de vie chère aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de concurrence. Nous sommes sur des oligopoles. Donc peut-être que l'Europe peut nous aider aussi à savoir comment on peut faire aujourd'hui pour appliquer les règles de concurrence dans notre territoire. Vous voyez, c'est ce qui fait que, par exemple, c'est une grande discussion que nous avons avec le CIPA, qui préfère PTOM ou tout, mais il faut mettre la discussion en débat, mais pour bien montrer aujourd'hui que parler de 73-74, ça n'a aucun sens. C'est surtout comment aujourd'hui on traite avec l'Europe la régulation, parce que nous devons appartenir à un grand ensemble pour se préserver. Vous voyez que tout le monde aujourd'hui se préserve des uns et des autres. Sur cette question de l'autonomie, on aura l'occasion de vous recevoir, puisqu'on va organiser un débat justement avec tous ces gens qui sont sur la question autonomie. C'est M. Keïta, je vous le dis déjà, vous serez parmi nos invités pour pouvoir en parler de ça. On laisse passer Noël au début de l'année, sur l'époque des vœux et sur le moment de parler de ça. En tout cas, vous merci d'être venu. Et vous savez d'ailleurs que le PSG, depuis 1975, a toujours œuvré pour cette autonomie, en la présence de René Toribio. Merci de l'invitation. Je vous en prie. Il est l'heure de parler d'autre chose avec Iman. Avec Assia. Et Assia. qu'on va recevoir. Donc on va lancer rapidement le générique de la mission Régénérescence. Bienvenue sur la chronique Mission Régénérescence. Mission Régénérescence intervient auprès des familles, auprès des seniors, auprès de la jeunesse et en intergénérationnel. Elle promouvoit la santé, la vitalité au niveau physique, au niveau mental et au niveau émotionnel. Donc aujourd'hui, Assia, on va parler de soignants, mais qui soigne les soignants? Déjà, j'aurais aimé savoir d'où vient cette idée de chronique aujourd'hui. Oui, alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, effectivement, je mets à l'honneur les soignants. Pourquoi ? Parce que j'ai vécu une expérience il y a quelques jours qui m'a ramenée en fait à cette problématique, à cette souffrance invisible des soignants et qui m'a amenée de ce fait à réellement pouvoir les mettre à l'honneur. Donc les soignants souffrent en silence, c'est ça ? Oui. Bien évidemment, les soignants souffrent en silence. Pourquoi ?
Alors déjà, je vais vous parler de mon expérience. Donc les soignants, ce sont un public, c'est un public que j'accompagne en sophrologie et puis dans tout ce qui est thérapie bref, d'élimination de tout ce qui est libération émotionnelle, tu vois, retrouver l'apaisement, le stress, l'anxiété dans tous les domaines de vie. Donc effectivement, le soignant voilà, fait partie des publics que j'accompagne. Il n'y a pas très longtemps, en fait, je vous raconte ça, j'ai été chez l'ostéopathe. Alors, je vais mettre un point sur l'ostéopathie parce que on pense très souvent que l'ostéopathie est fait lorsqu'on a mal quelque part, tu vois, qu'on s'est coincé le dos et donc on court en urgence voir l'ostéopathe. C'est déjà trop tard. Exactement, et c'est déjà trop tard. Moi, c'est vraiment important ce que je veux dire parce que il faut vraiment voir l'impact de la prévention autour de l'ostéopathie parce que au quotidien, notre corps bouge, tu vois. Ne serait-ce que enlever une dent, c'est pas anodin pour le corps. Une grossesse, un état de stress permanent ou pas. Le quotidien fait que notre corps musculo-squelettique bouge et on a ce besoin de rencontrer l'ostéopathe pour justement pouvoir récupérer ce corps, retrouver cette mobilité, tu vois, qui est des fois, on a des problèmes de mobilité qui est silencieuse, tu vois, et qui après, c'est silencieux et ensuite ça va nous ramener à des problèmes physiques par la suite. Donc, bon, ce sera l'occasion de pouvoir en parler peut-être sur une prochaine chronique. Exactement. Mais donc là, les soignants, on parlait qu'ils souffraient. Est-ce qu'on a des signes en fait qui permettent de voir cette souffrance-là? Oui, alors j'y viens. Pourquoi je parle de l'ostéopathie? Je viens donc en rendez-vous chez l'ostéopathe et lorsque l'ostéopathe me manipule, à un moment donné, il ne se passe plus rien, la personne s'arrête. Donc je me retourne et en fait je vois cette dame ostéopathe qui est pliée en deux de douleur. Donc il m'explique voilà, qu'elle a une douleur physique qui est très présente et en fait pour la petite histoire cette dame a fini finalement elle allongée et moi en train de la soigner, tu vois. Et inversement de rôle. Il y a eu un inversement de rôle et donc ça a été très rapide, elle était réellement en souffrance, sa souffrance est passée à un moment donné, voilà, je l'ai manipulée et on a pu échanger. Normalement, elle devait être avec moi sur le plateau pour parler de cette souffrance en tant que soignant, même en tant qu'ostéopathe, mais aussi pour les soignants qu'elle-même accompagne, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à dire à propos de la souffrance invisible des soignants. Mais quand on explique déjà le mot, c'est soignant. C'est comme si on se nie en tant que personne en étant soignant. Exactement. On est dans le don de soi et c'est une vocation d'être soignant. Donc on va prioriser l'autre. On va être effectivement dans le déni de soi de manière naturelle parce que ça nous nourrit, parce que c'est ce qui fait que nous sommes là, que nous sommes sur cette terre en fait. Dès la petite enfance, très souvent on veut être infirmière. Enfin moi j'ai été soignante pendant 15 ans. Ça a été quelque chose pour moi qui a été une évidence. La problématique, c'est que, c'est comme tu disais, c'est le déni de soi à un moment donné qui commence à rentrer il commence à y avoir bablesse en fait au niveau de son état émotionnel et physique. Pourquoi la douleur invisible des soignants? Parce que le soignant naturellement va pas se plaindre. Le soignant a un devoir, voilà. Tu vois. Le soignant, il encaisse. Il est là pour faire face aux problèmes. Le soignant, c'est celui qu'on va appeler. Donc, il va pas naturellement dire qu'il a des douleurs quelque part. Il va encaisser jusqu'au burn-out, malheureusement. Jusqu'à ce qu'il se retrouve couché. Donc alors, c'est vrai qu'il va nous rester très peu de temps. Est-ce qu'on peut prévenir justement ce burn-out? Et comment? Est-ce que tu aurais un exercice à nous proposer en seconde intention? Déjà, comment on fait pour prévenir? Et après, comment on fait pour se soigner au quotidien? Alors, pour prévenir, il y a des méthodes très simples que vraiment j'aimerais mettre en avant. La première, c'est se donner du temps.
On ne peut pas donner du soin de manière illimitée sans s'apporter à soi-même. C'est comme si on donnait de l'argent alors que nous avions les poches vides, tu vois. Donc il faut aussi s'accorder des moments pour soi. Moi, je voudrais poser les choses sur l'importance de cette balance entre la joie que je m'apporte à moi et ce que je donne à l'autre, tu vois. Trouver cette harmonie. Et à travers quoi? À travers, par exemple, qu'est-ce qui, moi, me fait plaisir et que je peux mettre dans mon quotidien. Tu vois, si par exemple, tu es quelqu'un qui adore la danse, vraiment rentrer la danse dans ça, t'apporter une certaine joie. Tu es quelqu'un qui aime l'exercice physique, vas-y, va dans l'exercice physique. Si tu n'as pas le temps, parce qu'évidemment, tu es soignant, réduis le temps. Mais vraiment, mets une priorité. C'est très important. C'est aussi savoir dire non, parfois. Alors, c'est là où le bas blesse, c'est que le soignant, il ne soigne pas qu'au travail. Oui. Il rentre chez lui, il a encore ce don de soi à la maison, il a ce don de soi au niveau famille, il est très souvent même aidant familial, tu vois. Donc, savoir dire non, c'est délicat quand c'est une vocation, tu vois. Mais oui, évidemment, il faut pouvoir à un moment donné poser des limites. C'est important. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Bon, on pourra revenir sur le sujet, il y aura beaucoup à dire dessus. Mais malheureusement, il est 14h02, n'est-ce pas? Et on va pouvoir finir l'émission. Dany, sûrement. Oui, on va terminer en rappelant qu'on a reçu Madame Marie-Lise Panchard, c'était vers 12h30, elle est vice-présidente de la région Guadeloupe, mais aussi présidente du conseil de surveillance du Grand Port Maritime. Elle nous a confirmé que le projet du Grand Port de Pointe-à-Pitre est en route. Je te le dis, elle vient de nous dire ça. Oui, semble-t-il. Les choses se mettent en place progressivement et Pointe-à-Pitre deviendra plus attractive quand il y aura ce port. Clami Karina, entreprise de formation de la vannerie, était aussi avec nous. Elle fait un projet de formation qui aura lieu le 21 décembre. C'est une formation pour les gens qui veulent faire de la vannerie, c'est quelque chose qui était en train de disparaître, qui revient. Aline Michelin, l'opticienne d'Optique Aline, nous propose le 14 avec l'artiste Anaïs Vespan, l'art de voir. C'est une exposition qui va se dérouler à partir du 14, mais pendant 6 mois, il y aura des artistes qui viendront régulièrement chez cette opticienne qui est vraiment, j'ai dit, on l'appelle Arline maintenant, tellement elle est dans l'art, c'est l'Optique Aline. Et puis Mehdi Keita, opposant à la mairie de Pointe-à-Pitre, mais aussi au maire de Pointe-à-Pitre, mais aussi secrétaire du Parti socialiste guadeloupéen et autonomiste. Eh bien, il était avec nous, il est encore là, et je dis déjà qu'au mois de janvier, nous aurons un focus sur la question de l'autonomie, avec à peu près 4 ou 5 personnes qui seront sur ce plateau-là, qu'on va expliquer aux Guadeloupéens ce que c'est, parce que beaucoup de Guadeloupéens ne font pas encore la différence et ils veulent comprendre. Puis on vient de terminer avec Asia. C'est sa dernière chronique pour la saison ou bien c'est l'avant-dernière? Je crois qu'il y a encore une autre avant le 27. Et puis l'actualité, c'est Emmanuel. L'actualité, rapidement, on a parlé de RNT qui étoffait ses offres. On a aussi évoqué les jeunes qui intègrent l'emploi civique sur la commune de Morne-à-l'Eau. On est venu à parler du congrès de la FSU et on parlera plus tard d'élection des Miss Bouillante et Morne-à-l'Eau. Oui. Et on ira voir Maurice ici plus tard. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à partir de la même heure, à partir de 12h30, avec ou sans Iman? Sans Iman. Bon, on serait tout seul, malheureusement, mais on pourra assurer. Et Asia, on te salue, à bientôt. À bientôt. Et merci pour tes conseils contre le stress et justement pour l'apaisement des gens, des politiques qui en ont bien besoin, quelquefois. Pour soi. Oui, c'est très important. Voilà. Il est plus de 14h. 14h05, on devait terminer à 57. On a vraiment explosé notre timing. Jordan va nous pardonner ça. Il va récupérer le temps demain. On lui fait un crédit temps pour demain. Comme ça, demain, on finira à 13h. Quand même pas. On finira à 13h50 demain. Bon, voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Bon appétit. Si vous n'êtes pas encore à table, ça m'étonnerait quand même. Et puis, nous, on se retrouve demain avec vous. Et merci d'être aussi nombreux et réguliers avec nous dans cette émission. Voilà.